Voilà pour les titres, c'était une rencontre très attendue et une première sortie aussi pour le président français sur la scène internationale. L'image restera, regardez la poignée de main, plutôt ferme d'ailleurs, entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Les deux hommes ont ensuite échangé pendant plus d'une heure. Le récit est signé Mathieu Boisseau et Philippe Deslandes. Pour son premier sommet international, il arrive le dernier, au nouveau siège de l'OTAN. Emmanuel Macron, concentré, reçoit quelques détails sur l'organisation. Et déjà, face à lui, au loin, les autres chefs d'État et de gouvernement viennent à sa rencontre. Scène étonnante, on entend quelques notes de la Marseillaise. Il salue d'abord Angela Merkel, puis Donald Trump. Poignée de main rugueuse et tape dans le dos. Première photo, Emmanuel Macron est au 3e rang. La chancelière le cherche. Clin d'œil du président français. Visiblement à l'aise, il discute en anglais avec ses homologues. Parfois en retrait. Ici avec Justin Trudeau et le Premier ministre luxembourgeois. Dans un tout autre style, Donald Trump passe en force, au 1er rang. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour son entrée dans le bal diplomatique, Emmanuel Macron multiplie les tête-à-tête. Merci à vous. Avec le chef du gouvernement belge, Charles Michel, le président turc, Erdogan, puis un premier rendez-vous très attendu avec Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, et très élogieux devant les caméras. Il a gagné une campagne incroyable, une grande victoire. Le monde entier en a parlé. On a beaucoup de dossiers à traiter, dont le terrorisme. Félicitations, bien joué. La poignée de main, elle aussi, est très appuyée. Comme si aucun des deux ne voulait lâcher le premier. L'occasion de ce sommet de l'OTAN est pour nous aussi l'occasion d'une première rencontre, donc je suis très heureux de pouvoir ensemble changer beaucoup de choses. Thank you very much. Thank you. Un peu plus tard, Emmanuel Macron retrouve Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Lui raconte-t-il son rendez-vous avec Donald Trump ou Recep Tayyip Erdogan? Il livre en tout cas quelques éléments sur le président américain en conférence de presse. Exactement. Nous avons évoqué tous les dossiers avec le président Trump durant un long moment, un long échange qui a été extrêmement direct et très franc. Je dirais que le cœur de nos échanges fut le pragmatisme. Emmanuel Macron est désormais sur la photo de famille, le cliché officiel. Le voici, il est au 2e rang, au centre, juste à côté d'Angela Merkel, tout sourire. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes à Bruxelles, vous avez suivi cette journée pour nous, pour France 2, et vous avez des informations ce soir sur la teneur des échanges entre Donald Trump et le président français. Effectivement, bonsoir Julien. Et on va dire qu'au-delà des images, l'Elysée veut nous faire savoir ce soir qu'apparemment le courant est bien passé entre les deux hommes. Moins prudent que ce qu'on vient d'entendre dans les propos d'Emmanuel Macron. L'entourage du président nous parle d'un entretien chaleureux, à bâton rompu, dans un climat positif. Par exemple, le déjeuner a duré 1h45 au lieu des 1h15 prévues. Les deux hommes ont parlé systématiquement en anglais, puisque vous savez qu'Emmanuel Macron maîtrise cette langue. Et puis Melania Trump, qui est venue accueillir le président français, ce n'était pas prévu par le protocole. Mais surtout, Emmanuel Macron a tenu, visiblement ça lui tenait à cœur, à revenir sur la campagne d'Emmanuel Macron. Donald Trump a souhaité donc le faire et il lui a dit, contrairement à ce qu'on avait entendu, il ne soutenait pas la candidate du Front National, il ne soutenait pas Marine Le Pen. Il a eu cette phrase, « You were my guy », vous étiez mon gars, vous étiez mon candidat. On a donc appris quelque chose aujourd'hui, Julien. Merci pour ces indiscrétions, Jeff, en direct de Bruxelles. Les discussions qui se poursuivent ce soir sur place, regardez, les 28 chefs d'État et de gouvernement sont réunis en ce moment pour un dîner de travail. À noter que le président français rencontrera ensuite, à l'issue de ce dîner, son homologue polonais pour un entretien bilatéral. Bonsoir Étienne Lénart. Alors on a beaucoup parlé récemment du style Macron, de sa volonté aussi de marquer sa différence. Est-ce qu'aujourd'hui il a réussi son pari ? Écoutez, je crois que l'objectif d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il était finalement relativement modeste. Il voulait montrer qu'il est à la fois à la hauteur, crédible, et qu'il parle à tout le monde d'égal à égal. Et on reviendra
longtemps sur cette poignée de main virile extrêmement longue. Pour le président, elle voulait dire « je ne suis pas impressionné ». Pour Donald Trump, j'ai assez envie de travailler avec vous. Donc sur ce plan, je crois que le pari, il est franchement réussi. Lundi, le président de la République accueillera à Versailles un autre épouvantail, Vladimir Poutine, pour inaugurer une exposition. Et donc, en moins d'une semaine, avec le G7 en Italie ce week-end, s'il n'y a pas de faux pas, il aura pris sa place sur la photo. En même temps, son entourage affirme qu'on n'hésite pas à parler des dossiers qui fâchent. Aujourd'hui, le climat avec Donald Trump, la Syrie et le piratage informatique avec Vladimir Poutine. Donc la base de départ, c'est dialogue, mais aussi fermeté. Après, il faudra attendre les premières crises, les premières difficultés pour juger si, au-delà de la Macron-mania sympathique d'aujourd'hui à Bruxelles, oui, il parvient réellement à peser sur le cours des affaires du monde. Merci Étienne pour cette analyse. Un déplacement qui marque aussi les premiers pas de Brigitte Macron à l'international. La Première Dame a suivi le protocole, visite culturelle et déjeuner officiel en marge de cette journée. Elle s'est notamment entretenue avec Melania Trump. Lilia Melconian avec Valérie Lerouge et Joanne Palacia. Ce sont les premiers pas à l'étranger de Brigitte Macron en tant que Première Dame. Accueillie sur le tarmac par le Premier ministre belge et sa compagne, embrassade chaleureuse avant un programme officiel bien chargé. Pendant que son mari est en pleine réunion, elle arrive au musée Magritte sous le regard de centaines de Belges curieux. Une visite en compagnie des autres épouses et compagnes de chefs d'État, placées juste à côté de Melania Trump. À la fin de la visite, les deux femmes échangeront même quelques mots. Puis direction l'une des plus anciennes maroquineries de luxe, fondée à Bruxelles en 1824. Elle laissera un mot dans le livre d'or. Merci pour cette plongée dans le monde de l'art. Très belle journée. Une très belle journée pour Brigitte Macron, entrée aujourd'hui dans le cercle des femmes de chefs d'État. À la une également ce soir, l'hommage de la Grande-Bretagne aux victimes de l'attentat de Manchester. C'était mardi, 1 minute de silence. À l'ambassade américaine. Donc effectivement, pendant ce déjeuner, il y avait, vous avez totalement raison, au menu, si je puis dire, la COP 21. Mais il y avait aussi, bien évidemment, d'abord la rencontre de deux hommes. Et juste pour terminer sur le programme, il y avait aussi la lutte antiterroriste, oui, qui est quand même un des piliers. Vous l'avez dit. Voilà. Mais également, mais je veux dire également de la part d'Emmanuel Macron. C'est ça que je veux dire. Sinon, c'était la rencontre de deux outsiders, comme chacun aime à le dire, et c'est surtout deux hommes, notamment Macron, qui s'est présenté, en tout cas, donc qu'on a présenté pendant la campagne comme l'anti-Trump. Donc il y a vraiment deux visions du monde, deux personnalités totalement opposées en termes de personnalité, en termes de programme, en termes de vision du monde, qui se sont rencontrés. Je pense que cette poignée de main est historique. Alors, Bruno Roger-Petit, Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas européen. Pourquoi a-t-il voulu préciser ça? C'est parce que c'était un candidat pro-européen pendant la campagne. Il fallait qu'il dise qu'il n'était pas béni oui-oui face à l'Union européenne? Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en train de découvrir l'eau froide parce que toute la campagne, il a été sur cette ligne, c'est-à-dire que c'est un Européen convaincu, mais il est tout à fait conscient, il l'a répété tout au long de la campagne, des difficultés que l'idée européenne, compte tenu de ce qui est devenu pratiquement l'Europe, perçue comme éloignée, technocratique, etc., il est très conscient de la difficulté qu'ont les Français à considérer que l'Europe demeure et doit demeurer un atout. Mais si vous relisez bien tous les discours, je pense notamment au discours de décembre à la porte de Versailles à Paris, quand il avait dit il y a 3 boucliers qui doivent protéger les Français, le bouclier social, un bouclier sécuritaire, police, etc., contre le terrorisme, et le bouclier européen, qui est aussi la condition de l'existence des 2 premiers boucliers, et le social et le sécuritaire. Donc il est tout à fait raccord avec ce qu'il a toujours dit tout au long de la campagne électorale. Alors Laurence, une chose tout de même par rapport à cette politique américaine finalement en Europe, Angela Merkel, juste avant d'aller à Bruxelles, a rencontré un homme, c'est Barack Obama. Ça veut dire que, c'est étonnant d'ailleurs, les 2 présidents se sont croisés sur le même continent, ça veut dire quand même que dans la tête de certains dirigeants, il y a toujours Barack Obama. Ah oui, ça reste un personnage de référence important. Je pense que Trump devait être d'ailleurs furieux entre nous quand il a appris ça, parce que il a
alors il a certains points de fixation, donc le terrorisme on en a parlé, mais il y en a un, c'est faire l'inverse de ce que fait Barack Obama, qui a eu, comme vous le savez, beaucoup moins de gens présents lors de son discours d'inauguration. Enfin, il se définit beaucoup par rapport à lui. Mais si je peux parler d'autre chose, il y a sans doute un sujet qui a peut-être été abordé de manière trop discrète aujourd'hui. On va voir ce que ça donne pendant le G7 à Taormina dans quelques jours. C'est le sujet de l'accord de libre-échange transatlantique. Vous savez, le TTIP ou le NAFTA. Donc Trump... Oui, TAFTA. Oui, TAFTA. Le Trump a dit pendant toute sa campagne qu'il était contre le libre-échange, donc il voulait sortir de ce genre de négociations. Et les Allemands et les Français sous François Hollande avaient également émis des critiques contre ces négociations. Donc je ne suis pas sûre que ça ait été relancé, mais c'est important de noter que ce traité est en arrêt de vie aujourd'hui. J'imagine que ça sera en effet au menu de discussion à partir de demain, notamment en Sicile, voilà, où le G7 se réunit. Merci beaucoup, Laurence Nardon, d'être passée ce soir aux informés de France Info. L'info a cette question. Et pendant ce temps-là, en Bretagne, et oui, eh bien, Richard Ferrand est en visite dans le cadre de sa campagne pour les législatives, dans le Finistère précisément. Alors c'est vrai que nous n'avons pas de raison particulière de focaliser sur la 6e circonscription du Finistère, sauf que Richard Ferrand est ministre et taquiné par 2 petites histoires. Une concernant sa compagne et une autre son fils. Décidément, on va devoir apprendre les arbres généalogiques de chacun des politiques français. Je vous le rappelle, selon le Canard enchaîné, les faits remontent à 2011. À Brest, les mutuelles de Bretagne qui souhaitaient louer des locaux commerciaux pour ouvrir un centre de soins avaient choisi parmi 3 propositions celle d'une société immobilière appartenant à la compagne de Richard Ferrand. De plus, on a appris que le député avait employé son fils en 2014, donc dans un emploi d'assistant parlementaire. C'est gênant avec cette bête histoire de loi sur la moralisation sur la vie publique qui arrive. C'est même un peu plus que ça, selon le sénateur maire d'Alfortville, Luc Carvounas. Je trouve que M. Ferrand a traité cela avec beaucoup de légèreté, en tous les cas vis-à-vis de vous de la presse, quand il est arrivé un peu cynique, en disant c'est mon premier cadeau. Chacun prend ses responsabilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si M. Ferrand va démissionner ou pas. Ce qui m'intéresse politiquement, c'est que pense, au moment où nous nous parlons, François Bayrou, qui est en train de plancher, d'écrire une loi. Quelle est son appréciation sur l'échelle des valeurs? Je n'entends rien. Voilà, Luc Carvounas ce matin sur France Info. Caroline Dehaze, pour vous, est-ce que François Bayrou, ministre de la Justice, doit s'exprimer sur cette affaire? Moi, ce que je trouve particulièrement frappant, c'est qu'on a le même mécanisme de défense que sur les affaires qui ont émaillé la campagne présidentielle. C'est-à-dire c'est légal, circuler, il n'y a rien à voir. Comme si le fait que ce soit légal, ça voulait dire que c'était bien. Je vous prends un exemple. Les députés. J'ai découvert récemment que quand vous étiez député élu, vous pouviez acheter votre local de campagne. À la fin des 5 ans de la mandature, vous êtes propriétaire. Donc vous avez acheté un local tout à fait légalement, avec de l'argent de l'Assemblée nationale, de l'argent public, et vous devenez à titre personnel propriétaire des locaux. Bon, bah ça c'est légal. Moi je pense que c'est pas bien. Et donc je trouve que pour un président de la République, Emmanuel Macron, qui se réclamait du renouvellement et de la transparence et de la probité, il faudrait qu'ils aillent un tout petit peu plus loin que simplement dire est-ce que c'est légal ou pas légal, mais est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est juste ou pas juste, qu'on enrichisse sa famille avec des contrats immobiliers quand on est directeur ou président d'une mutuelle. Paul Quignot, pour vous aujourd'hui, François Bayrou qui en ce moment travaille justement sur cette fameuse loi sur la moralisation de la vie politique, il doit dire un mot, il doit dire quelque chose à propos de cette affaire? Oui, il va peut-être le faire d'ailleurs, mais comme il est effectivement chargé de l'écriture de cette loi et qu'il doit le faire rapidement, d'ailleurs je pense que son cabinet a déjà commencé à travailler, ça serait pas illogique qu'il s'exprime. Après, il y a plusieurs choses dans cette histoire. Sur le fond, je pense qu'on peut pas faire l'amalgame quand même avec ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle et notamment avec l'affaire Fillon. Pour une raison simple, c'est que là, pour l'instant, il ne s'agit pas de fonds publics. C'est quand même une grande différence. C'est une transaction d'ordre privé. Et par ailleurs, les sommes en jeu sont quand même pas non plus exactement les mêmes. L'histoire du fils et de son travail, effectivement, c'est légal. Là, pour le coup, c'est un vrai sujet qui est sur la table de la loi que doit écrire François Bayrou. Après, politiquement, effectivement, ça tombe, c'est pas terrible, ça tombe mal. Et moi, je trouve qu'il y a une autre question derrière, c'est que Richard Ferrand est un candidat en vue. Il est ministre. Il a été une des chevilles ouvrières de la campagne de Macron. Et la question, à mon avis, qui se pose derrière, c'est qu'on va avoir énormément de candidats qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas très bien comment le mouvement En Marche, comment ils les ont choisis. Et je pense que c'est une question pour le président et ses équipes, c'est que est-ce qu'ils seront à l'abri de surprises une fois qu'on connaîtra ces candidats et qu'on mettra le nez dans
dans leur parcours, c'est une question qui pourrait être compliquée. Bruno Roger-Petit, vous, sur justement cette affaire aujourd'hui, là, quand on parle de morale, on se souvient quand même de Richard Ferrand qui, au moment de l'affaire Fillon, avait dit que lui, il souhaitait une loi pour interdire les emplois familiaux au Parlement. Bon, là, on se rend compte qu'il était lui aussi victime de cette pratique. Apparemment, c'est un peu embêtant quand même, non? Ça tombe mal parce que... Mais moi, je rejoins ce que vient de dire Paul Quignot, c'est-à-dire que ça n'a, en termes de gravité, rien à voir avec l'affaire Fillon. Rien à voir. Effectivement, c'est de l'argent privé. Effectivement, l'accord a été conclu entre la Mutuelle et l'épouse de Richard Ferrand parmi un choix de candidats dont ils étaient les mieux-disants en termes financiers. Quant à l'emploi du fils, il se trouve que lui, pour ce qu'on en sait apparemment, d'abord il était payé, c'était pas le même salaire, c'était pas 7 000 € comme Madame Fillon, c'était le SMIC, ça a duré quelques mois, et il a vraiment travaillé apparemment. Oui, mais c'est quand même des emplois familiaux. Mais vous avez quantité de gens dans la société française qui bénéficient de positions plus ou moins privilégiées et qui avantagent leurs enfants. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas appelé un copain un jour pour lui trouver un stage dans tel cabinet d'avocat ou telle société, etc. C'est la même chose en vérité. Moi, je l'ai jamais fait. Parce qu'il est tout petit. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'il est tout petit. Non, mais je pense qu'il ne faut pas le faire. Là, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Non, mais c'est pas le sujet. Moi, je vous décris l'état de la société tel qu'elle est aujourd'hui. C'est le cadre de la loi, justement, aujourd'hui, qui souhaiterait interdire ça. Simplement, on est entré dans une phase où, effectivement, le principe s'impose plus que le degré de gravité ou d'implication des uns et des autres dans ce genre d'affaires. C'est-à-dire que la barre est placée aujourd'hui très haute. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal. Ce que je constate, c'est qu'elle est placée très haute. Et je pense que Richard Ferrand aura quelques difficultés. On va voir comment il va passer le week-end politico-médiatiquement parlant. Mais il aura quand même quelques difficultés jusqu'à la fin des législatives. Karine Deas, vous vouliez répondre? Je pense qu'on ne parle pas de la société là. On parle de personnes qui aspirent à exercer des responsabilités politiques et à mener le pays. Et moi, un homme politique qui dit qu'il ne faut pas employer ses enfants et qui en fait le fait en même temps, ça me donne pas envie de lui faire confiance pour mener le pays. J'ai juste l'impression qu'il me prend pour une bille, quoi. Et je trouve ça assez paradoxal. Moi, quelques centaines au Parlement aujourd'hui. Oui, mais donc moi, je pense qu'il faut l'interdire. Et moi, par exemple, à titre très personnel, il y a un truc que j'aurais pu faire quand j'ai eu mon premier enfant, c'est d'écrire au maire de ma commune pour obtenir une place en crèche. Je connaissais le maire en question. Donc c'était pas illégal de lui écrire. Je savais au fond de moi que si je lui écrivais, j'aurais eu en fait un petit coup de pouce. Et donc j'ai pas écrit. Et donc, j'ai pas fait. Voilà, j'aurais pu écrire. Bon, je l'ai pas fait. Et je pense que quand vous faites de la politique, quand vous avez envie de participer à mener ce pays, vous devez être plus exigeant que la loi. Vous devez être avec vous-même plus exigeant que la loi. Et le sentiment que j'ai, c'est que M. Ferrand n'est pas plus exigeant avec lui-même que la loi. Et sur le terrain, moi, je peux vous le dire, les gens, ils hallucinent. Les citoyennes et les citoyens qu'on croise, ils hallucinent. Eux, ils vont se faire verbaliser pour... Récemment, j'ai entendu qu'un mec a été en tôle, s'est pris 2 ans de prison pour avoir volé des nouilles au supermarché. Et pendant ce temps-là, on voit ça à la télé. Enfin, il y a un décalage incroyable quand même. Jeanne Calimi. Oui, la loi qui est en préparation par nature, elle n'est pas encore promulguée et de toute façon, elle n'est pas rétroactive. Mais donc, c'est compliqué de demander beaucoup d'exigences et une exigence supplémentaire même à un homme politique au regard d'une loi qui n'est pas... Non, mais Jeanne Calimi, en fait, c'est vrai que ça fait partie peut-être... Richard Ferrand n'est pas un nouvel élu, c'est aussi, on voit, ce sont des pratiques finalement aujourd'hui courantes, aujourd'hui, qui malheureusement... les pratiques, on ne va pas refaire l'affaire Fillon, on l'a dit en plus sans vouloir... Non, mais attendez, je n'ai pas terminé. Je ne dis pas que Richard Ferrand a raison et d'avoir fait ce qu'il a fait et surtout d'avoir dit ce qu'il vient de dire, mais je me mets à la place d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait toute sa campagne, enfin une grande partie de sa campagne, sur la moralisation pour s'opposer à notamment François Fillon, mais pas que, mais également aux tous pourris qui est un peu l'ancienne de l'extrême droite. Et justement, pour se battre et pour battre en brèche le tous pourri, il a voulu faire cette loi de moralisation pour dire, il y a des bons et des moins bons. Donc je serais Emmanuel Macron qui doit se trouver au carrefour de 3 injonctions morales contradictoires, son affection, si je puis dire, et sa loyauté vis-à-vis de M. Ferrand. La loi, ça paraît être légal, sans vouloir. Et puis la morale, ça va être compliqué de trouver une synthèse pour sortir de tout ça. Mais moi, si j'avais un conseil à lui donner, j'arrête là. Mais surtout, en plus, Ce serait de ne pas commencer son quinquennat par ce genre de sparadrap qui risque de lui coller. Et donc, je demanderais gentiment à M. Ferrand de tirer des conséquences et de partir. Justement, on va parler de ça dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
une poignée de main ferme. Les informés de France Info avec ce soir Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, Caroline Dehaas, candidate maintenant de son État à Paris, Bruno Roger, petit éditorialiste à Challenge.fr et Paul Quignot de l'Obs. Justement, nous parlons de l'affaire Richard Ferrand actuellement. Alors, Paul Quignot, il y a une association, c'est l'association Anticorps qui lutte contre la corruption, qui a soufflé des idées à François Bayrou, d'ailleurs, pour sa prochaine loi, qui a été reçue par lui et qui demande, elle, la démission de Richard Ferrand. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, il faut, pour marquer les symboles, comme le disait Yannick Halimi, pour éviter ces sparadraps et finalement ces références permanentes à cette affaire? Je sais pas si le président, c'est une décision politique compliquée à prendre, parce que là on parle de l'impact politique, parce que sur le fond de l'affaire, encore une fois, je pense que c'est important de ne pas faire d'amalgame, parce que je pense que c'est notre rôle d'abord de ne pas tout mettre au même niveau, et on n'est pas du tout au même niveau que ce dont on a parlé pendant la campagne. Politiquement, bien sûr que ça serait positif, en tout cas c'est une décision compliquée, mais il en tirerait effectivement immédiatement les bénéfices. Est-ce que ça serait un petit peu cher payé pour une affaire qui, pour l'instant, en tout cas, n'est pas... Cher payé pour qui? Pardon, Paul. Cher payé pour qui? Politiquement parlant, parce que ça serait quand même un premier vrai gros caillou dans à peine un mois. S'il ne demandait pas à M. Ferrand de partir? Non, s'il le faisait. Puisque ça fait à peine 3 semaines qu'il a été élu, il devrait se séparer d'un de ses plus proches collaborateurs. Ah oui, mais là vous voyez, ça se gangrène quand même un petit peu. Encore une fois, il n'est pas question d'envoyer M. Ferrand aux assises ou quoi que ce soit. C'est pas le problème, bien évidemment. Je suis pas sûr que l'affaire prenne une dimension telle qu'il soit obligé d'en arriver à... Je caricature, je dis que... Alors, juste une chose, on a vu Bruno Roger-Petit, les Républicains, demander que le parquet national financier soit saisi. Lui, au départ, n'a pas voulu se saisir, d'ailleurs, le parquet national financier. C'est pas compétent, tout simplement. Et oui, et c'est aussi derrière les Républicains, c'est quoi? Parce qu'ils se sont dit, voilà, pendant l'affaire Fillon, on a souffert, donc c'est un coup politique aussi 2 semaines avant les législatives. C'est de bonne guerre, d'une certaine façon. C'est de l'exploitation politique d'un fait dont Paul Quignot vient de nous expliquer 2 fois, et à juste titre, qu'il est légalement mineur, quoi qu'on en pense sur le plan moral. Mais finalement, le débat le plus intéressant, c'est Caroline Dehaas qui l'a posé. C'est le rapport entre ce qui est défini aujourd'hui comme légal et ce qui peut être perçu comme posant un problème moral. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il va bien falloir trouver une interface qui satisfasse tout le monde pour sortir de ce genre de situation. Est-ce que l'exigence morale aujourd'hui que nous portons les uns et les autres, ou que la société porte, ou que Caroline Dehaas porte d'ailleurs, est en adéquation avec une société de liberté, je vais dire tout simple, telle qu'elle est posée par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? Article 5, nul ne peut être contraint de faire ce qui n'est pas prescrit, ce que la loi ne prescrit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très gentil de lancer de grands débats moraux, mais il y a un moment où il faudra s'interroger sur la portée des débats moraux qu'on est en train de dresser. Parce que d'une certaine façon, ça peut déboucher sur un certain nombre d'interdits, comme il y en a aux États-Unis, où la société devient un carcan plutôt qu'une société de liberté. Vous dites quoi, par exemple, que la nouvelle loi, par exemple, pourrait être un carcan? Non, pas du tout. Je pense que la nouvelle loi correspond à une demande de la société aujourd'hui qui est destinée à sanctionner un certain nombre de comportements. Je pense qu'il ne faut pas justement amalgamer ce qui était un problème avec François Fillon et qui justifie qu'une loi nouvelle arrive, et puis ce qui est avec Richard Ferrand, qui est un problème de, si on regarde les choses juridiquement, un problème de droit privé entre particuliers. Alors, c'est pas parce que c'est un problème de droit privé que ce n'est pas un problème. On va y revenir, Yannick Halimi. Alors effectivement, ce n'est pas de l'argent public, je suis d'accord avec vous, mais on va y revenir. Parce qu'il y a une suspicion. Caroline Dehaas. On verra s'il y a une plainte, une procédure judiciaire et un procès. Voilà, alors, parce que moi j'ai un regard super différent sur les règles, justement. Et je sens que le fait qu'il n'y ait pas de règles sur tout, que parfois je ne sache pas exactement ce qui est moral, légal, juste ou pas, eh ben, ça me rend pas libre, en fait, parce que ça me prend la tête. Par exemple, moi, je suis chef d'entreprise. Si je suis élu député le 18 juin, il va falloir que je prenne une décision par rapport à cette entreprise. Aujourd'hui, il n'y a personne pour m'aider. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Normalement, ce qui est légal ou pas, on le sait. Sur la morale, c'est effectivement plus compliqué. Donc d'abord, ce qui est légal n'est pas forcément bien. C'est-à-dire que je peux continuer à me rémunérer par mon entreprise en étant député. Je rappelle que député, c'est plus qu'un temps plein. Donc en fait, ça voudrait dire que je gagnerais de l'argent par mon entreprise légalement, sans qu'il y ait aucun problème, alors qu'en fait, j'aurais pas le temps de travailler pour cette entreprise. Donc par rapport aux millions de gens qui cherchent du boulot et à tous ceux qui travaillent pour des clopinettes, je pense que ce serait juste pas juste. Vous connaissez les
entreprises privées qui acceptent de vous payer si vous ne remplissez pas votre... Je suis responsable de l'entreprise, donc c'est Ah, moi qui c'est décide si je me responsable, paye ou c'est pas. ça. En tant que patron d'entreprise, Ouais, c'est ça, d'accord, ouais, d'accord. c'est ça. Moi, je suis chef d'entreprise dans ma vie D'accord, professionnelle. d'accord. Je pourrais continuer à me payer. Et donc, moi, je trouve que je fais le schéma inverse, c'est-à-dire que plus il y a de règles qui me permettent de savoir où est-ce que je dois aller en tant que responsable politique, plus ça m'offre de la liberté et du temps de cerveau disponible pour penser à autre chose. Voyez. Et pour moi, la transparence n'est en aucun cas un carcan. C'est juste un moyen pour les citoyennes et les citoyens de se réapproprier la politique. C'est plutôt positif. Paul Quignot, vous vouliez Après, je juste pense finir. qu'il faut aussi rentrer dans le détail de l'histoire. C'est qu'après, on ne sait pas encore forcément tous sur ce que savait exactement le conseil d'administration quand il a voté pour accorder le loyer à la campagne de Richard Ferrand. Donc est-ce qu'il était au courant, est-ce qu'il n'était pas au courant, c'est une question importante. Sur la question des emplois familiaux, là je pense que, à mon avis, je ne vois pas comment François Bayrou ne pourrait pas inscrire l'interdiction d'emplois familiaux dans la loi. C'est prévu, ça va le faire et ça me semble juste parce que même s'il y a des tas de gens aujourd'hui qui font partie de la famille de députés, qui font leur boulot totalement de manière réglementaire, on sait que c'est une porte ouverte à des choses plus compliquées. Allez, dans un instant, on va parler de la gauche.